Et c'est ça le danger de la New Orthodoxie. C'est de donner une sacralité aux valeurs contemporaines qui ont d'ailleurs une valeur en soi, égale à la Torah et des fois compétitive de la Torah. Et la Torah devient secondaire par rapport à ces valeurs-là. Bonjour à nos 4 invités. C'est une émission internationale aujourd'hui. On a Émile et Myriam Ackerman qui sont avec nous depuis Paris. On a le Rav Avijas qui est de New York et puis le Rav Sadine qui est ici à Jérusalem, mais confinement oblige, qui n'est pas sur le plateau. Alors on va parler aujourd'hui de la moderne orthodoxie. Émile et Myriam Ackerman, bonjour. 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 Vous êtes un peu le couple en vogue aujourd'hui dont on parle. Myriam, vous avez même eu votre portrait dans Libération il y a environ 2 semaines. J'ai pas encore fait la couverture d'elle, donc je vous répondrai d'ici quelques années. Comme Delphine Orviller. On va aussi parler un peu des libéraux d'ailleurs. Le Rav Sadine, vous êtes Rosh Kollel du Kollel Vezot Yeda à Jérusalem et vous êtes auteur d'un livre, Le Verbe et la Lumière aux éditions Le Cerf. Et vous êtes orthodoxe. 100%, vous allez nous expliquer pourquoi cette tendance de la moderne orthodoxie n'a pas vos faveurs. Et puis, le Rav Avijas de New York. Alors, merci, vous êtes levé tôt pour nous, très tôt. Vous avez étudié dans une yeshiva à Bnei Brak. Et puis, vous avez évolué. Vous allez nous expliquer comment. Je voudrais d'abord, avant qu'on lance les sujets plus polémiques, que vous nous expliquiez peut-être... Myriam et Émile, de quoi on parle quand on parle de moderne orthodoxie ? L'orthodoxie moderne, au départ, elle pose comme l'orthodoxie classique, on se considère aussi orthodoxe 100%, que la Torah, elle est une, elle est éternelle, elle est donnée par Hachem à Moshe au Mont Sinaï. C'est croire toujours aussi en la tradition, en ce que les Chachamim nous éclairent sur la façon de vivre la Torah au quotidien et d'interpréter les textes. Sans que cela se substitue aussi à une démarche d'étude personnelle. C'est un mouvement qui est né en réponse à la réforme. C'est aussi un mouvement qui est né comme l'orthodoxie Haredi. C'est un mouvement qui est né en réponse à la réforme au moment de la Scala, au moment des Lumières. Et c'est l'idée qu'il y a toujours le point de départ, c'est la Torah, mais que la Torah peut être vécue pleinement à 100% dans le monde moderne et qu'il y a peut-être un tri bienveillant à faire avec les valeurs qui... Dans l'histoire du mouvement orthodoxe moderne, notamment aux États-Unis, à travers le Rav Soloveitchik, c'était principalement la valorisation des études profanes. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça se prolonge à travers des réflexions sur le leadership féminin et l'inclusivité des minorités. Rav Avijas, vous avez signé dans l'Éclaireur un article qui a fait pas mal de bruit, notamment sur la place de la femme dans l'étude de la Torah et le lien à l'homosexualité. Vous pouvez nous expliquer, c'est pour vous les 2 points principaux qui séparent les orthodoxes des modernes orthodoxes ? J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, premièrement, je vais simplement dire que moi, je ne suis pas un rabbin moderne orthodoxe, je suis un rabbin orthodoxe, j'étudie au collège de Metitat Tibat Yerushalayim. Maintenant, pour revenir maintenant avec disons, l'histoire de l'homosexualité et l'histoire des femmes rabbins, donc, ce que j'ai pour reprendre l'article qui a été mis dans l'Éclaireur, en réalité, ce que j'ai fait là-bas, c'est-à-dire qu'il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer en fait la halakha à l'état pur, la halakha brute, on va dire, et peut-être en réalité l'habitude, la manière et la tradition qu'on a en fait d'appliquer la halakha. En ce qui concerne, par exemple, les femmes rabbins, ce que j'ai écrit dans l'article là-bas, dans l'Éclaireur, c'est qu'au niveau de la halakha brute, à mon avis, il n'y aurait pas vraiment de problème à ce qu'une femme elle soit rabbin. Deuxièmement, en ce qui concerne l'homosexualité, donc là, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire, en fait, il faut distinguer 2 choses en réalité. C'est-à-dire que le texte de la Torah, il est excessivement clair en ce qui concerne l'homosexualité, puisqu'il dit que si quelqu'un il a des relations avec un homme, il est passible de peine de mort. C'est quelque chose qui n'est pas discutable. Ce que j'ai voulu marquer dans l'Éclaireur, etc., et ce que je pense vraiment, c'est que en fait, il y a le problème. C'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, pour dire vraiment en 2 mots, c'est qu'il faut distinguer vraiment le problème des femmes rabbins et le problème des homosexuels. Simplement vous êtes d'accord pour dire que ce sont les 2 points principaux qui divisent les orthodoxes des modernes orthodoxes
en termes de sujets de société qui vraiment distinguent ces deux courants-là. Vraiment, je pense, moi, j'aurais pas dit ça pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, pas tous les modernes orthodoxes sont pour le mariage homosexuel, par exemple. La plupart des modernes orthodoxes aux États-Unis, ils seraient plus ou moins contre si on faisait un sondage parmi les communautés, etc. Pas tous les modernes. Il y aurait plus de modernes orthodoxes qui accepteraient des femmes rabbins, par exemple. C'est-à-dire, donc, en fait, ce sont des points de clivage dans le mouvement moderne orthodoxe lui-même. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que vous avez posé la question de qu'est-ce que c'est le mouvement moderne orthodoxe. Donc, ça a été très bien défini par Monsieur Ackerman, par le rabbin Ackerman, le lève rabbin Ackerman, c'est-à-dire de quelles sont vraiment la doxa, quelle est, on peut dire, la doxa ou la croyance en fait du judaïsme orthodoxe, mais comment ça s'applique en fait dans la réalité. En fait, le mouvement moderne orthodoxe, surtout aux États-Unis, il est très très divisé dans le sens où en fait on laisse une grande place à chaque communauté qui se revendique moderne orthodoxe d'appliquer en fait son judaïsme, enfin le judaïsme ou la halakha tel que elle pense, elle veut l'appliquer ou elle décide de l'appliquer, etc. En réalité, en deux mots, comme il a dit le monsieur Ackerman, le rabbin Ackerman, c'est que en réalité le monde moderne orthodoxe ne cherche pas à s'antagoniser le monde orthodoxe, il ne cherche pas même à, on va dire, à créer c'est-à-dire une sorte de réaction ou de combat contre le monde orthodoxe. Ils cherchent à s'ajouter au monde orthodoxe. Alors vous peut-être, le monde moderne orthodoxe peut-être pas, mais peut-être que le monde orthodoxe, lui, vous voit comme quelque chose de très éloigné. Ça, c'est un autre problème. Je voudrais d'abord entendre le Rav Sadine. Les modernes orthodoxes nous disent ici, on ne se sent pas différent des orthodoxes. Est-ce que vous les considérez comme différents de vous? Il ne s'agit pas de faire des antagonistes, là, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a un problème, il y a 2 ou 3 questions qui ont été abordées qui me paraissent fondamentales. La première, c'est, je ne pense pas qu'il n'y a pas de différence idéologique, comme l'a dit le Rav. Je pense qu'il y a oui une différence, et que l'enjeu est un enjeu essentiellement spirituel. Ça veut dire que, bien entendu, quand M. Ackerman a dit que la différence, c'est la relation aux études profanes, je ne suis pas d'accord. Il y a la moderne orthodoxie, on peut être un orthodoxe authentique. Moi, j'aime pas tellement le mot orthodoxe, je préfère le judaïsme authentique. Je sais que ça ne plaît pas aux gens, mais on peut être dans le judaïsme authentique et être ouvert à toutes les formes de culture. Maïmonide connaissait Aristote par cœur, il n'y avait pas encore la nouvelle orthodoxie. Ça veut dire que c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas est-ce que l'on peut Chochma Bagoim Te'amin, c'est une des maximes de la Torah elle-même, que tu crois en l'intelligence des peuples, et le Rabbeinu Bechia, par exemple, dit qu'on peut apprendre même des valeurs morales des non-juifs. Il n'y a pas de problème au niveau de la connaissance. La vérité, elle est universelle, et là, elle est bonne à prendre là où elle est. Et on ne fait pas de fétichisme de Torah en ayant peur de quelque chose qui ne serait pas cachérisé par l'orthodoxie taurique. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Torah elle-même. On voit énormément d'exemples depuis des milliers d'années de rabbanim qui entretiennent un rapport aux savoirs universaux, à l'universel et au savoir académique ou autre, avec très souvent des liens entre la Torah, la pensée de la révélation et la pensée. Donc vous dites, vous, que ce n'est pas ça qui vous distingue. C'est pas ça le problème. Le lien avec le monde extérieur. D'accord. Exactement. Le problème est un problème spirituel. Je m'explique en 2 mots. C'est un problème de dynamisme spirituel. Ça veut dire qu'il faut bien se rendre compte, et ceux qui ont lu, par exemple, ce extraordinaire livre que je conseille à tout le monde, L'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig, que le destin du peuple juif est un destin ahistorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, toute sa culture la plus profonde, c'est de vivre dans une dimension du sens et de la vérité et de l'exégèse qui, par définition, n'est pas en harmonie totale avec les valeurs historiques de la contemporanéité. C'est ça être juif. Être juif, c'est être capable d'entreprendre une relation avec l'intelligence divine qui, justement, par définition, puisque c'est la pensée de la révélation, excède toute mode intellectuel du présent. Or, il se passe dans tous les mouvements, que ce soit de la néo-orthodoxie, qui est effectivement beaucoup bien préférable à ce que peut être les autres catastrophes qui sont les mouvements réformés ou bien conservatifs, il y a ce qu'on appelle, vous savez, le Maharal de Prague donne un exemple magnifique pour ça. Il appelle la théorie des cercles. Il dit, quand la Torah est au centre et qu'autour, il y a la mathématique, la philosophie, la musique, la poésie, c'est magnifique. Mais dès qu'on croise les cercles, c'est la catastrophe.
Ça veut dire que dès qu'on met sur les mêmes, on commence à prendre des valeurs contemporaines qui sont, par exemple, je vous donne la liberté d'émancipation féminine, et qu'à partir de là, on va tordre la halakha, on est dans la catastrophe. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas penser ce que dira Laura tout à fait raison, de dire qu'il y a une différence entre la halakha pure et la tradition de comment s'émancipe cette halakha. C'est tout à fait pertinent. Simplement, je pense, moi, que la façon dont la tradition a émancipé la halakha a aussi une valeur métaphysique. Et que de la détruire, c'était pas, l'histoire du peuple juif n'est pas juste une histoire anecdotique. La façon dont, historiquement, le peuple juif a conduit son rapport à la halakha est aussi riche de sens, au sens même de la halakha. Donc vous dites, pardon, pour résumer, les juifs doivent être évidemment en relation avec le monde extérieur, mais ce monde extérieur ne doit pas influer sur leur pratique du judaïsme. Sur leur pratique, sur l'idéologie. Vous avez aujourd'hui, c'est un cliché de dire que le monde orthodoxe n'a pas de rapport au monde extérieur, surtout aux États-Unis et même en Israël. Moi, j'habite tout près de Shaare Zedek, je vais de temps en temps là-bas pour faire des choses liées à la Torah. Je vois la plupart des docteurs infirmiers sont avec des périodes, des clipotes noires. Le monde du travail, le monde high-tech, le monde high-tech en Israël, on ne peut pas être moins moderne que high-tech. Le monde de la nouvelle technologie est investi par énormément de gens extrêmement religieux, sans parler des femmes qui enseignent la Torah dans toutes sortes de cadres. Vous savez qu'on parle beaucoup de la dimension féminine de la Torah, ce qui est très important, je suis très pour, hein. Mais il faut le faire selon la tradition, pas parce qu'on est des traditionnalistes poussiéreux, parce que cette tradition est le secret du peuple juif qui a pu naviguer au-delà des 4 empires, et qui, si aujourd'hui le peuple juif est là, alors que des milliers d'autres cultures ont sombré dans l'histoire, c'est pas un hasard. C'est que le peuple juif possède un génie d'un rapport à la vérité qui lui est propre. L'ébranler, le changer pour l'uniformiser, excusez-moi, par rapport aux valeurs contemporaines, c'est le détruire. C'est-à-dire qu'on a vu aux États-Unis, le mouvement libéraux, les mouvements qui ont essayé d'inventer un judaïsme dégagé du poids de la transcendance, de la verticalité, il s'est complètement acculturé. Le risque de tout ça pour vous, c'est l'assimilation, le risque ultime. C'est pas que le risque, c'est une réalité historique. D'accord, de ces mouvements-là. Tous les judaïsmes déviants ont abouti au bout de 2 ou 3 générations à une acculturisation et à une destruction du rapport spirituel spécifique et intellectuel spécifique que la Torah donne au peuple juif depuis des millénaires. Myriam et Émile Ackerman, est-ce que vous êtes vous revendiquez un judaïsme déviant, comme le Rav Sadin vient de qualifier les modernes orthodoxes? Est-ce que ça vous parle, ce discours-là? Est-ce que vous l'entendez souvent? Alors oui, justement, c'est ça. On entend beaucoup, surtout le reproche d'orthodoxie light. Ça me faisait penser à votre introduction. Vous avez dit, on a heureusement le Rav Sadin orthodoxe à 100%. Alors, nous aussi, on reste orthodoxe à 100%. Alors, vous êtes super orthodoxe, c'est-à-dire que Myriam, vous avez la tête couverte. En termes de pratiques religieuses, c'est pareil, exactement. Ouais. Okay. En fait, j'ai juste envie de rebondir sur quelque chose qu'a dit Rav Sadin rapidement, puis je laisserai la parole à Myriam. Je pense que l'orthodoxie, disons plutôt charédite aujourd'hui, elle repose sur une conception, à mon avis, qui est erronée de l'histoire, qui est qu'il y aurait eu une orthodoxie qui remonte donc aux pharisiens, qui remonte aux sages de Yavne, qui n'aurait jamais changé, qui n'aurait jamais évolué, qui n'aurait jamais été influencé, qui aurait refusé l'influence de l'extérieur et qui serait resté entière. Et qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y aurait des judaïsmes déviants qui arrivent, des sectes juives qui arrivent et qui se feraient toujours oublier au bout d'un moment. Je n'ai jamais dit ça, hein. Je n'ai pas dit ce que vous dites. J'ai dit qu'il y a un dynamisme évolutif dans le judaïsme orthodoxe, bien entendu. Le judaïsme de l'Antiquité, du Moyen-Âge d'aujourd'hui, a quand même des points communs extraordinaires. Moi, je suis toujours fasciné par les rampes de dialogue entre nous, Rashi, Rabbi Akiva, le Talmud, c'est ça, hein. C'est des rampes de dialogue transgénérationnelles. Mais bien sûr qu'il y a évolution. Mais cette dynamique évolutionnaire, elle est dans le cadre d'un respect de la tradition elle-même. Donc sans elle n'est concession pas sur l'intégration pure et simple de valeurs idéologiques contemporaines au judaïsme, auquel on colle au judaïsme. Et c'est ça le danger de la New Orthodoxie. C'est de donner une sacralité aux valeurs contemporaines qui ont d'ailleurs une valeur en soi, égale à la Torah et des fois compétitive de la Torah. Et la Torah devient secondaire par rapport à ces valeurs-là. Ça veut dire, pardon, encore pour une fois, pour vulgariser, par exemple, l'émancipation féminine aurait une valeur égale à la Torah qu'on inclurait. Pour l'émancipation, si l'émancipation est une dimension spirituelle. J'ai bien compris. Mais dès qu'on commence à parler de ce serait dû au rang de valeurs identiques. Ah, ok, d'accord.
Dès qu'on parle des mariages homosexuels, au nom de la liberté du désir de chacun, qui est un concept que je comprends. C'est très compliqué de juger un désir. Mais au nom du désir de quelqu'un, de commencer à parler, même d'envisager possible de permettre un mariage homosexuel, avec tout ce qu'on peut dire, le mariage, c'est pas un mariage, c'est une façon d'accepter sa dimension du désir sans le rendre cachère au niveau de la halakha, tout ce que vous voulez. Mais on est complètement dans le dévoiement de la verticalité métaphysique de la vérité du rapport à l'amour que la Torah propose. On est dans une interprétation complètement contemporaine qui essaie de s'accommoder à l'univers de la Torah. On est dans une trahison de la Torah. Il faut faire attention à pas justement mélanger les sujets, parce que chaque sujet, on parle de l'émancipation des femmes, on parle de l'homosexualité, on parle du rapport à la modernité. Ce sont des sujets qui sont très différents, et comme a dit le Rav Avigés tout à l'heure, oui, la moderne orthodoxie elle-même est assez plurielle, et donc on va pas traiter de la même manière toutes ces problématiques. Bien entendu, mais je réponds à ce que dit le Rav Avigés par rapport le fait même que dans la nouvelle orthodoxie soit évoqué, et il y a des courants qui permettent le mariage homosexuel, montre bien cette faïence dont je vous parle, montre bien que dès qu'on est dans un rapport doctrinal, dans un rapport de fascination aux valeurs, qui prennent source en dehors de la révélation, on tombe dans une confusion totale qui détruit l'esprit métaphysique, spirituel et poétique de la Torah. Ça veut dire, pardon, que les certitudes... les certitudes... Je finis juste ma phrase. Si la réflexion des nouveaux orthodoxes part de la Torah elle-même, et que vous êtes capable de faire une révolution intellectuelle et spirituelle à partir des textes eux-mêmes, et à partir du Maïmonide, du Rambam, et de la Torah elle-même, ou bien même du Paradis ou bien des modernes, j'en ai rien à faire. C'est très bien, il n'y a pas de problème, parce que la Torah, effectivement, est dynamique. Mais dès qu'on essaie de plaquer des valeurs qui aujourd'hui paraissent sympathiques, mais qui dans 100 ans seront complètement désuètes à la Torah, et ben on rend la Torah historique et on l'enterre vivante. Excusez-moi, le libre arbitre le manque de libre arbitre des homosexuels ou l'émancipation de la femme, c'est des choses qui vont paraître démodées dans 100 ans. Vraiment ? Bien entendu que oui. Ça veut dire que la valeur de la liberté pour tous, vous savez, de dire... Pensez bien que c'est des évolutions sur lesquelles on ne reviendra pas, qui sont peut-être aussi sûres que ce qu'on peut trouver dans la Torah. C'est des évolutions sociétales de dire réelles. Que mon désir est le lieu central de toute activité humaine, c'est une position idéologique moderne qui, d'après moi, dans 100 ans, n'aura plus lieu. D'accord. Alors que quand je dis aime ton prochain comme toi-même, comme la Torah le dit, le rapport à l'autre dans l'amour est fondamental anthropologiquement du rapport humain. Okay. C'est des choses qui resteront des milliers d'années. Voilà, si on le voit, on le voit, si on le voit pas, on le voit. Si on met tout sur le même niveau, effectivement, alors oui, alors la liberté, si le point de départ c'est mon autosatisfaction et que ma satisfaction personnelle qui doit être idéologiquement instrumentalisée et normalisée par des concepts, effectivement, on n'a plus aucun rapport avec la Torah. On est dans le discours philosophique contemporain qui justifie après coup le désir, la revendication personnelle ou collective des gens en donnant des concepts clés, serrures pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. C'est pas c'est très clair, c'est très clair. Myriel et Emile Ackerman et le Rav Avigés, parce qu'on est presque au terme de l'émission, c'est passé très très vite. Est-ce que vous pouvez répondre clairement au Rav Sadine sur ce point-là? C'est le dévoiement du judaïsme de s'ouvrir aux valeurs contemporaines du monde. Il me semble qu'on est en fait fondamentalement d'accord avec le Rav Sadine sur la centralité du prisme de la Torah pour envisager toutes les questions contemporaines. Je pense aussi que les choses se font pour nous pas tant du point de vue quand on parle notamment de leadership féminin, de femmes rabbins, de femmes en position d'enseignantes ou de décisionnaires. On ne parle pas d'une révolution féministe, on parle de quelque chose qui s'impose du point de vue de l'intérieur de la tradition juive. Et j'ai l'impression qu'en cela, on n'est pas en train d'interpréter une valeur venue de l'extérieur dont on dit qu'on la trouve extrêmement intéressante, mais simplement de percevoir une nécessité dans le monde dans lequel on vit. Ce que je trouvais intéressant aussi, j'avais écouté Rav Sadine l'une de vos vidéos sur l'orthodoxie moderne où vous disiez qu'il y avait un problème là encore spirituel d'incapacité de reconnaître une autorité des sages, donc là encore en partant du sujet autonome et individuel qui définit sa propre loi, et donc vous parliez du concept de Dal Chachamim, à savoir une certaine confiance dans la parole des sages. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est vrai que ça présupposerait une forme d'hérésie dans le fait de poser l'esprit autonome face à la grandeur de la Torah.
mais qu'en fait, je trouve que quand on connaît bien le milieu orthodoxe moderne, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que nous avons nos propres Chachamim. Nous-mêmes, chaque fois que nous avons une question, un psak à faire, nous écrivons à nos rabbinim. Et donc, ça fonctionne finalement de la même manière. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai que peut-être on est en train de créer des distinctions qui sont au fond bien artificielles, puisque notre objectif est exactement le même, à savoir la préservation d'un judaïsme authentique, d'un judaïsme de Torah. Et nous, on fait le pari, en fait, que historiquement, c'est le judaïsme tel qu'on le vit qui va avoir une pertinence historique d'ici une centaine d'années. Ce sont des exemples bien connus, tels que les séminaires les séminaires pour femmes, qui au départ étaient un petit peu une forme d'innovation, ou les écoles, le Beis Yaakov, qui semblait détonner par rapport à une certaine époque et qui maintenant se sont totalement imposés. Moi, c'est mon pari, je pense que c'est le nôtre, que d'ici 50 ans, peut-être 100 ans, le fait qu'il y ait des femmes qui soient leaders de communauté d'une manière que la halakha valide, ça sera complètement acquis. De même qu'on avait peut-être moins d'enseignantes de Torah ou à fortiori de Talmud et de halakha à haut niveau il y a 50 ans. Ces évolutions, elles se font. Je trouve qu'en général, elles ont tendance à être validées ensuite par les milieux orthodoxes classiques. Encore une fois, vous pensez la Torah en termes d'évolution. Et sans vous rendre compte, je vois très bien votre bonne intention, et c'est vrai que je vous considère moi complètement orthodoxe en tant qu'individu, mais vous ne vous rendez pas compte que vous véhiculez une idée qui est destructrice à bon sens de la Torah elle-même, parce que vous passez à côté de l'irréductible séparation de la Torah par rapport aux cultures universelles. Et quand on parle d'évolution, on est déjà à côté de la plaque. Je voudrais entendre le Rav Avijah sur un dernier point. Je veux dire, il faut faire attention avec les mots. Il y a aussi une envie, et ça, je ne vous le reproche pas du tout. Moi, je dis que s'il faut être orthodoxe moderne, mais pas moderne orthodoxe. Orthodoxe moderne, ça veut dire être capable dans l'orthodoxie radicale, d'être ouvert à toutes les formes du savoir. Je suis d'accord. Mais il faut faire attention aussi à cette façon de favoriser énormément le savoir académique et de ne pas donner assez de poids au savoir traditionnel. C'est aussi je ne parle pas de vous. Alors juste pardon, excusez-moi. Je suis entièrement d'accord. Moi, au contraire, j'étais déjà dans le monde académique. C'est-à-dire là, je suis en thèse, je suis agrégée en maths sup. Et moi, ce qui me manquait, c'était plus de Torah. Et plus de Torah, j'en ai trouvé dans ce monde orthodoxe moderne, et pas moderne orthodoxe, si vous voulez, si cette distinction me semble signifiante. Simplement, pardon, il faut vraiment qu'on conclue. Rav Avijah, vous m'avez parlé quand je vous ai appelé hier d'une distinction diaspora-Israël sur cette question-là. Je voudrais qu'on en parle avant de couper. La question, elle serait beaucoup moins importante en diaspora où tout le monde est juif. Par contre, en Israël, il y a des questions politiques qui viennent se mêler de tout ça. C'est un peu de ça votre théorie. Oui, si vous voulez. En fait, ce que je veux dire d'abord, c'est que en réalité, donc, on voit bien en réalité que tout le monde est d'accord sur les principes en fait du judaïsme, etc. Et je pense que comme le rabbin Kerman, donc, ils l'ont dit, en réalité, c'est qu'ils sont d'accord sur le fait qu'il y a une primauté des lois de la spiritualité juive sur le monde extérieur, etc. Et donc, ils sont tout à fait en accord avec ça sur les orthodoxes, etc. Et donc, ce que je veux simplement expliquer en 2 mots, pour expliquer vraiment en 2 mots, je vais donner un petit peu mon point de vue, simplement expliquer ce qui se passe, la chose telle que je la vois. Moi, je suis d'accord, en tous les cas. Je veux dire, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas des prophètes. On ne connaît pas le futur. On ne peut pas savoir si, par exemple, le problème de l'homosexualité, c'est un problème qui va se résorber ou c'est un problème qui va devenir de plus en plus grave. On n'en sait rien. On ne peut pas savoir si, comme vous dites, on peut pas savoir si l'histoire du féminisme, c'est quelque chose aussi qui va s'effondrer ou qui va perdurer et qui va devenir beaucoup plus grand. On n'en sait strictement rien. On n'est pas des prophètes. Donc, l'idée, c'est de savoir, en fait, c'est que maintenant, la question, c'est de savoir, en fait, c'est comment est-ce que le judaïsme, qu'est-ce qu'il faut faire politiquement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le rôle d'un rav? Quel est le rôle, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et en fait, le problème, c'est qu'on est en face, comme ça a été décrit, en fait, on est dans une guerre à 2 fronts. Il y a, en fait, un côté, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que tous ces problèmes, c'est-à-dire, moi, je partage à 100% l'idée du Rav Sadine, bien qu'elle est contestable, qu'en réalité, le judaïsme, en fait, traditionnel, il a une sainteté à part entière et la manière dont il était pratiqué, elle a quelque chose d'important. Ne serait-ce que, même si c'est comment ça fonctionne au point de vue théorique, etc., c'est pas besoin de l'expliquer, mais c'est-à-dire pour moi, même manger du kugel, pour quelqu'un qui a l'habitude de manger des kugel Shabbat, ça a une kedusha, ça a une sainteté, et c'est quelque chose qu'il faut pas enlever, comme il y en a qui ont eu l'habitude de mettre une nappe blanche Shabbat et pas d'une autre couleur, ça a une kedusha, ça a une sainteté, et tout ça, en fait, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que voilà, donc, quelqu'un qui habite à Bnei Brak, quelqu'un qui habite dans une situation, en fait, la situation idéale pour pratiquer le judaïsme, en fait, il peut faire tout ça.
Il peut aller au mikvé tous les jours, il peut faire tout ce qu'on veut, il peut faire tikkun hatzot, il peut faire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que pas tous les juifs, en fait, ils sont dans cette situation-là. Mais en réalité, donc, le problème, on se trouve maintenant avec une société qui est, en fait, en décalage par rapport à toute cette pratique de certains côtés. Ça veut dire l'ambiance, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on se trouve, en réalité, il a une influence sur nous-mêmes. Donc, en fait, c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a une guerre de deux côtés. Il y a premièrement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, je partage tout à fait la position de Rav Sadin et je pense que c'est tout à fait vrai qu'il faut un monde orthodoxe qui ne bouge pas, qui représente les valeurs du judaïsme idéales telles qu'elles sont et elles doivent être défendues et c'est excessivement important. Mais d'un autre côté, et ça, c'est le travail sur le long terme, d'essayer de changer la société de l'extérieur, comme par un mouvement politique. Deuxième côté, le deuxième front, c'est le front intérieur. C'est-à-dire, sur le court terme, on est confronté à des problèmes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait sur le court terme pour les juifs qui sont dans la frange, qui sont en fait qui sont confrontés à pas de spiritualité du tout, à pas de judaïsme du tout, qui ont le judaïsme, la seule solution pour eux, ça serait le judaïsme réforme, le judaïsme massorti ou des choses pareilles. Okay. Donc pour eux, il faut en fait pour le court terme, il faut imaginer des solutions qui permettent en fait de sauver les meubles. Et en fait même quand je parle par exemple parlons par exemple de l'homosexualité. À mon avis, et je vais expliquer en deux mots ce qui se passe. L'homosexualité, c'est quelque chose en fait qui c'est pas simplement une décision de la personne elle-même de décider de devenir homosexuelle. C'est souvent venu à cause d'un environnement familial ou social, etc., qui ont fait que le type, il se retrouve à un moment où maintenant, il n'a plus le choix, si on veut. Enfin, à mon avis, c'est encore discutable, mais je donne une théorie, je donne simplement une idée. Il y a deux choses à faire dans ce cas-là. Essayer de travailler sur l'environnement pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, en effet, là-dedans, ça veut dire en fait avoir un gros critique par rapport au féminisme, par rapport à la manière dont on essaie d'organiser maintenant les relations de genre entre les hommes et les femmes. Et c'est un combat qui doit être fait. Mais d'un autre côté, ça c'est vrai, c'est le combat du Rav Sadin. Mais d'un autre côté, il y a l'homosexuel qui est maintenant ici dans ma communauté, qui est en fait des fois dans les yeshivot, etc., qui est complètement perdu, qui est en situation de détresse et qu'il faut aider pour pouvoir en fait pour qu'il puisse garder un rapport avec le judaïsme et avec la spiritualité. Et donc à ce moment-là, c'est là où la solution du moderne orthodoxie, elle apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là en fait pour pallier, pour donner une solution au court terme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir par la suite? Je suis pas sûre que ça veut dire qui va devenir le mouvement en fait la primauté dans le judaïsme. C'est l'histoire qui le dira. C'est Hachem qui le dira. Je suis pas sûre qu'Émile et Myriam Ackerman, vous rejoignent sur le court terme, mais on parlera dans une autre émission des. Je m'excuse d'Israël. Voilà, mais c'est sûr que pour expliquer en deux mots, il y a deux choses à faire. Et sur les courants pour dire en deux mots, c'est que c'est vrai qu'en Israël, le vrai problème, c'est que justement, comme c'est un combat politique, puisqu'en fait, il y a des institutions qui sont en jeu, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que en exil, en fait, voilà, les Juifs, c'est si vous voulez la compétition en fait des modernes orthodoxes. En Amérique, c'est les réformes, c'est les massortis, ou c'est carrément la conversion au christianisme ou l'assimilation totale. Donc en fait, c'est clair qu'en réalité, c'est les modernes orthodoxes sont pas en train de grignoter, si vous voulez, des parts de marché au monde orthodoxe normal. Ils sont au contraire en train de les aider. Donc c'est normal qu'en fait, on a même par rapport aux massortis, même par rapport en fait aux réformes, on peut pas en fait condamner ces mouvements puisqu'en fait ils luttent contre en fait la déliquescence morale qui se passe dans la société moderne. Donc en fait, on est alliés ensemble dans un combat. Juste, pardon, Émile, on n'en finit pas de finir, mais Émile et Myriam, je voulais juste vous entendre sur ce qu'a dit maintenant le Rav Avijas. C'est une manière de vivre, de ramener plus de brebis à l'étable, la moderne orthodoxie. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'on est alliés, qu'on a le même objectif. Après, je veux pas qu'on revienne dans l'idée que une forme d'orthodoxie moderne, c'est un peu l'orthodoxie discount de ceux qui n'ont pas trouvé mieux ou de ceux qui n'arrivent pas encore à l'orthodoxie classique. C'est peut-être le futur, mais on n'en sait rien. Allez, voilà. Sur ces mots qui ont lancé cette émission, on comprend que c'est peut-être l'avenir du judaïsme, la moderne orthodoxie. Merci beaucoup à tous les trois pour cette émission passionnante et à bientôt. Bye bye.